Il y a des destins exceptionnels, des destins rares et cruels qui marquent l'histoire de France et même l'histoire de l'humanité. Et celui de Louis XVI en fait partie. C'est aujourd'hui, le 21 janvier, l'occasion de lui rendre hommage, de revenir sur son enfance, son parcours, ses influences, sa gouvernance, ses actes, ses écrits, ce qu'il a pu dire et faire, et surtout sur l'homme qu'il a été. Louis-Auguste, qui deviendra plus tard Louis XVI, est né le 23 août 1754 à Versailles. Le lendemain de sa naissance, il prit le titre de duc de Berry. Il est le petit-fils de Louis XV, qui fut roi de France avant lui, de 1715 à 1774. Louis-Auguste, futur roi Louis XVI, est né chrétien. Problème, l'évolution de la France ne l'est pas. À cette époque, la philosophie de Lumière, qui est anti-religieuse et matérialiste, a gagné une grande partie de l'opinion publique. Louis-Auguste n'était pas prédestiné à être roi, il n'a pas été éduqué dans ce sens. Son frère aîné, le duc de Bourgogne, était au départ l'héritier désigné pour succéder à Louis XV, à la couronne de France. Sauf qu'il mourut à l'âge de 10 ans en 1761. Puis son père décéda le 20 décembre 1765, soit 4 ans après. Louis-Auguste avait alors 11 ans. Il a été un enfant plutôt timide et introverti qui a reçu une formation religieuse par les jésuites. Ses parents étaient des gens pieux. Parmi ses formateurs lors de son enfance, son adolescence, nous avons le père Berthier, un jésuite, disciple de Bossuet, qui lui enseigna les principes politiques et les règles de vie qu'un roi doit adopter pour être le lieutenant du Christ. Dans sa formation politique par son père, c'est très simple. Politique égale morale. Le but, c'est le bonheur du peuple. Pour cela, le roi doit être à l'image du Christ. Et comme lui, il doit se sacrifier. Son père, qui étudiait beaucoup, a été fortement influencé par Fénelon et aussi par le magistrat d'Aguesseau. Plus tard, Louis XVI appréciera, comme son père, les aventures de Télémaque, ce célèbre roman que François Fénelon publia à la fin du XVIIe siècle, en 1699, et qui eut une certaine influence sur la philosophie des Lumières. Louis-Auguste reçoit aussi un enseignement politique par Jacob-Nicolas Moreau, qui est différent de celui de Fénelon. Pour lui, Moreau, un roi doit être raisonnable. Il doit empêcher les abus, mais pas se sacrifier. Alors que pour Fénelon, un roi doit se sacrifier pour le bien commun. Un bon roi est un homme de dialogue. Il doit être proche de ses sujets. Pour Louis-Auguste, ça ne sera pas du tout un problème, puisque tout comme son père, Louis XVI n'était pas un homme de cour, ce n'était pas un mondain, mais un homme proche du peuple et des pauvres. En gros, le père comme le fils furent des disciples de François Fénelon. Quant à son grand-père, Louis XV, il ne lui a rien transmis, aucun conseil pour gouverner. Et cela aura plus tard une importance, cette non-transmission. Ses enseignants politiques ne lui ont pas appris à être un chef, un homme d'action qui sait prendre des décisions fortes, qui sait trancher, qui sait commander. À l'âge de 13 ans, Louis-Auguste est orphelin de père et de mère. Et à l'âge de 15 ans, en mai 1770, il se marie avec Marie-Antoinette d'Autriche. 4 mois plus tard, le 10 mai 1774, meurt Louis XV. Louis XVI lui succède. Il est surpris, un peu perdu, il n'a que 19 ans. Immédiatement, il fit appel au comte de Maurepas, un franc-maçon âgé de 73 ans qui fut ministre de la Marine sous Louis XV et qui devint le principal conseiller, le principal ministre et même le mentor du jeune Louis XVI. Louis XVI doit donc gouverner jeune, d'entrée, sans avoir appris le métier, contrairement à Louis XIII et Louis XIV, par exemple, qui avaient eu comme Premier ministre Richelieu et Mazarin. Et Louis XV avait eu le cardinal de Fleury, qui était clairvoyant sur la question maçonnique, et avait même informé le pape Clément XII en 1738.
Louis XVI va s'attacher à bien gérer les finances publiques, à réduire les dépenses de la cour, à être proche de son peuple, tout en essayant d'être aimé de ce même peuple. Lors de l'été 1774, quelques mois après sa prise de fonction, Louis XVI renvoie tous les ministres de son grand-père et il en nomme d'autres en concertation avec le comte de Maurepas. Alors Maurepas, il fut initié franc-maçon en 1737, viré par Louis XV en 1749, donc 12 ans après. Il revint donc aux affaires en première ligne, c'est le principal ministre, après 25 ans de disgrâce. Ce même comte de Maurepas avait affirmé dans une lettre à Voltaire qu'il lui était plus parfaitement dévoué que personne au monde. Et c'est cet homme qui devint subitement l'homme fort du gouvernement auprès de Louis XVI. À la surprise générale, Jacques Turgot, doctrinaire des Lumières, admirateur de Voltaire, Turgot est nommé ministre des Finances. Et pour ne rien arranger, il a comme conseiller financier le banquier suisse Isaac Panchaud. Même s'il s'en est défendu, le franc-maçon de Maurepas, son nom est Jean-Frédéric Philippot, de Maurepas a certainement influé en coulisses dans cette nomination, avec aussi l'abbé de Véry, un prêtre acquis à la cause des Lumières, lui aussi. Dans son gouvernement, on trouve aussi Malesherbes, un ami de Turgot, ardent soutien du philosophisme des Lumières, qui influa de manière décisive dans le renvoi de Maupeou, l'ancien garde des Sceaux, ministre sous Louis XV. Tous ces remaniements sentent mauvais, ils ne vont pas dans le bon sens, dans la bonne direction. Le clan du philosophisme, lui, s'en réjouit, tel Condorcet, qui écrivit à Voltaire au sujet de la nomination de Turgot. On espère que Sainte Antoinette de Lorraine réparera l'ancienne sottise de Sainte Clotilde, l'épouse de Clovis. Donc on constate là une claire volonté de déchristianiser la monarchie. Il faut savoir que Louis XV, dont la gouvernance fut médiocre, était tout de même réfractaire aux Lumières dans son gouvernement, mais pas Louis XVI au début de son règne. Il fut dans un premier temps séduit par le philosophisme avant de le désapprouver franchement. Mais il fut toutefois conciliant avec les apôtres des Lumières qui, pour certains, l'ont entouré dans son gouvernement. Gouvernement qui était favorable au philosophisme. Malesherbes, comte de Saint-Germain, dont on ne connaît pas le nom, un juif assez mystérieux, et Turgot, le bon Turgot, entre guillemets, qui fit rentrer les siens comme Devesne, l'abbé Morellet, Dupont de Nemours, Condorcet. Il s'agit donc d'un gouvernement très ouvert aux idées nouvelles. Le roi confia un jour à Malesherbes que Voltaire, Rousseau, Diderot ont obtenu un instant son admiration. En fait, Louis XVI céda pendant un moment à la tentation du philosophisme, puis il en est revenu et fut très critique au sujet de cette philosophie. Selon lui, Voltaire et Rousseau ont perverti la jeunesse et abaissé le niveau populaire. Il estima que la littérature des Lumières est subversive et corruptrice. Mais, en roi bon, indulgent, conciliant et aussi certainement mal conseillé, il a nommé des ministres éclairés. Il lui importait d'être aimé du peuple français, sauf que sa cote de popularité n'a guère duré que quelques mois. Au début de son règne, Saint-Germain réduit les effectifs de l'armée, Turgot réduit les dépenses de la cour et surtout, il libéralise le commerce. Ce libéralisme économique va créer de l'inflation et notamment une montée du prix du pain. Le ministère de Turgot, du très orgueilleux Turgot, est catastrophique. Louis XVI s'en rend compte, il estime qu'il est un fou dangereux et il le renvoie le 12 mai 1776. Louis XVI est sacré roi le 11 juin 1775 dans la cathédrale de Reims. Un sacre qui, à en croire les philosophes des Lumières comme Voltaire, ne sert à rien. C'est dire l'esprit qui régnait à cette époque très éloignée du XIIIe siècle de Saint-Louis. C'est un roi jeune, grand de taille, il fait plus d'1,90 m, mais qui est assez immature, qui fait parfois des farces de gamin, et cela ne favorise pas l'estime de l'opinion publique qui se fie trop souvent
à des détails. Toutefois, c'est un homme bon, qui est imprégné de bon sens. Il raisonne en homme juste et se positionne vis-à-vis des autres nations, toujours dans l'intérêt de sa patrie. C'est un roi soucieux des miséreux, un homme généreux et un bon mari. Mais il lui manque la connaissance des hommes, l'expérience de la vie, l'expérience de l'échec qui fait l'homme mature. Louis XVI aimait beaucoup pratiquer la chasse. Il s'intéressait notamment à l'architecture, aux sciences, aux découvertes qui sont utiles à l'humanité. Et à ses côtés, il avait donc Marie-Antoinette, qui fut elle aussi en admiration devant Voltaire. Elle assistait pourtant à la messe tous les jours sans être une femme pieuse. Elle avait un cœur bon, c'était quelqu'un d'assez franc et honnête, comme son mari. Elle aimait jouer jusque tard le soir et avait aussi une certaine tendance à bouder. Ce couple royal est catholique, certes, mais il n'est pas ferme sur les principes. Il est libéral. Il manque de conviction religieuse. Louis XVI et Marie-Antoinette eurent 4 enfants, dont 2 sont morts dans leurs premières années. Le premier est né en 1778, soit 8 ans après leur mariage. Les 2 époux invitent volontiers d'autres nobles. Certains sujets sont aussi acceptés à leur table. En 1777, Louis XVI nomma son cousin le duc de Chartres, qui deviendra le fameux duc d'Orléans, Philippe Égalité, grand maître du Grand Orient de France. Il le nomma lieutenant des armées navales en 1777 et en 1778 colonel des hussards. La plupart des princes et aristocrates qui entourent Louis XVI sont des athées qui adhèrent au philosophisme et qui mènent une vie décadente. Le prince de Rohan, par exemple, évêque de Strasbourg, était un débauché, un obsédé sexuel notoire qui fut nommé grand aumônier de France en 1777 sur l'insistance de Maurepas. À cette époque, la royauté n'est plus vénérée par son peuple, le caractère sacré a peu à peu disparu. Je vous l'ai dit, on n'est plus au XIIIe siècle, on est au XVIIIe. Selon l'abbé de Véry, le roi est devenu l'homme d'affaires de la nation, ce qui est lourd de signification. Il s'est formé, sous Louis XV, une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie de financiers, d'industriels. Dans cette cour royale gravitent des milliers de personnes autour du roi qui vit à Versailles, mais qui est souvent en déplacement. Et pendant ce temps, le gouvernement est à l'arrêt. De Maurepas et Vergennes furent les 2 principaux ministres de Louis XVI durant son règne. Justement, portés au pouvoir par Maurepas et le marquis de Pezé, loué par Diderot et les philosophes des Lumières, le banquier Jacques Necker devint directeur des finances en fin d'année 1776. C'est un protestant calviniste de Genève, en Suisse, qui se fera ensuite initier franc-maçon. Dès 1778, la guerre contre l'Angleterre endette la France et Necker préfère l'emprunt à l'impôt, ce qui est une décision très importante. Necker se présente en grand réformateur. Il cumule les emprunts, il endette encore plus l'État-nation et il présente sa démission. Tout comme Turgot, Necker a voulu prendre la place de Maurepas et il s'est exclu tout seul. Le comte de Maurepas meurt en novembre 1781. De 1783 à 1787, Calonne succède à Turgot et Necker. C'est un homme des Lumières lui aussi, et à ce moment-là, le gouvernement est plus divisé que jamais. Éclate en août 1785 l'affaire du collier qui a gravement calomnié et sali la reine Marie-Antoinette et où le prince de Rohan fut manipulé par Madame de la Motte, une menteuse et voleuse, et aussi par Cagliostro, de son vrai nom Joseph Balsamo, un juif franc-maçon illuministe, charlatan et escroc, fondateur de la franc-maçonnerie égyptienne de Misraïm et grand voyageur propageant l'éloge à travers l'Europe. Ce complot maçonnique contre la reine fut manigancé en coulisses par les humiliés de Bavière qui avaient engagé leur émissaire,
Cagliostro pour diffuser leur propagande et aussi pour qu'ils se rapprochent à Strasbourg du prince de Rohan dès 1781 et qu'il en devienne le mentor. Cagliostro avait reçu des fonds importants de la secte d'Adam Weishaupt. Pour plus d'infos et de détails sur cette affaire du collier, vous avez le livre de Louis d'Astey, Marie-Antoinette et le complot maçonnique. Dans la foulée survinrent des mouvements de grève ouvriers en 1786. Louis XVI est un jeune roi inexpérimenté qui manque d'appui, d'homme de confiance. D'ailleurs, lorsque Vergennes mourut en février 1787, il annonça « Il n'y aura pas de chasse aujourd'hui, je perds le seul ministre qui ne me trompe pas jamais ». Le roi entreprit des réformes, par exemple lorsque Calonne annonça un impôt nouveau pour réduire la dette due aux emprunts causés par la guerre. Et c'est là que, comme un seul homme, des hommes ingrats, affiliés aux sociétés secrètes, se sont levés contre lui et ont empêché ces réformes d'aboutir. Les injustices, scandales et inégalités se multiplient, la misère augmente, l'alcoolisme, la prostitution, les crimes aussi. On est dans la corruption des mœurs qui s'aggrave, c'est à l'image de cette bourgeoisie décadente. La société est chamboulée et le gouvernement royal dépassé à l'image de son roi qui est mal entouré et mal conseillé. Toutefois, la médecine progresse, mais le mécontentement populaire est là. Il est entretenu par la presse, les clubs, les sociétés de pensée, la secte philosophique et maçonnique. Les cahiers de doléances sont rédigés d'une même main occulte, une main cachée qui dirige. La vie de débauche entraîne des scandales et des crimes, y compris parmi le clergé, chez les évêques, c'est le clergé infiltré par la contre-église déjà à cette époque et qui diminue fortement. De 1760 à 1789, le nombre des moines et religieux a diminué de moitié, constate Jean de Viguerie dans son livre « Louis XVI, le roi bienfaisant ». Aux finances, en mars 1787, Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, succède à Calonne, lequel avait été calomnié par le camp adverse qui a obtenu ce qu'il voulait, mettre en place l'un des siens. Loménie de Brienne est, comme beaucoup, du parti philosophique. C'est un mondain, un ami de Voltaire et de Turgot. C'est le protégé de la reine qui prêtera serment à la constitution civile du clergé en 1790. Loménie de Brienne est aussi catastrophique que les autres. Il commence à y avoir une agitation populaire et des émeutes au printemps 1788. Tout ceci est alimenté bien sûr par les clubs révolutionnaires sous contrôle des sociétés secrètes. L'entourage du duc d'Orléans est pour beaucoup dans cette agitation, en l'occurrence Mirabeau, Talleyrand et le vicomte de Noailles. Puis Necker est rappelé par Marie-Antoinette avant d'être renvoyé le 11 juillet 1789. Entre-temps, le franc-maçon illuministe Mirabeau monta la cour royale contre le roi. Aux États généraux, le 6 mai, il le désigna carrément comme cible et dit « Voilà la victime ». Le 12 juillet débute l'insurrection à Paris où il y a un dispositif militaire important, sauf que l'armée est infiltrée par la franc-maçonnerie et elle est acquise au patriotisme révolutionnaire, aux opposants du roi. De plus, Louis XVI demanda à son armée de simplement contenir l'insurrection, d'être dans la non-violence. En fait, il donna des armes, mais il donna aussi l'instruction de ne pas s'en servir. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille avec l'infâme Camille Desmoulins, franc-maçon lui aussi comme les autres, qui monta sur une chaise du jardin du Palais Royal et scanda le fameux « aux armes ». Soudain, des soulèvements ont lieu aux quatre coins de la France. Partout, c'est la même révolte, au même moment, avec les mêmes mots d'ordre, les mêmes actes, les mêmes calomnies, les mêmes revendications, tout ceci dans un même but, l'opposition à la monarchie.
Meurtres, pillages, émeutes s'enchaînent dans un climat très malsain au nom de la liberté et de la déesse raison mise en opposition à la foi chrétienne. Selon Taine, dans les 4 mois qui ont précédé la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1789, il y eut plus de 300 émeutes en France. Le roi capitule rapidement, le 16 juillet. D'horribles assassinats se produisent, comme ceux de Foulon et Berthier le 22 juillet. On est rapidement dans l'horreur de la Révolution, révolution glorifiée à tort par la République, alors qu'elle est indéniablement la page la plus horrible de l'histoire de France. La terreur que l'histoire officielle fait débuter en 1793, cette terreur jacobine a commencé avec la prise de la Bastille en juillet 1789. Et elle a duré jusqu'en juillet 1794. Donc elle a duré 5 ans. En juillet 1789, en l'espace de 8 jours, la grande peur, fomentée par les clubs sous contrôle maçonnique, cette grande peur a fait armer de multiples communes en France contre des brigands qui n'existaient pas. En octobre, il y eut la marche des femmes, en fait des hommes déguisés en femmes. Il y eut aussi l'envahissement du château de Versailles et la déportation de Louis XVI aux Tuileries. Ramener le roi à Paris était l'objectif premier de Lafayette et des conspirateurs révolutionnaires. Marquis de Lafayette, franc-maçon illuministe qui avait été initié auparavant aux États-Unis d'Amérique. Louis XVI fut en fait victime de sa faiblesse, de sa gentillesse, de son pacifisme et surtout d'une machination diabolique. Cela sera avoué par Desmoulins qui, sur ce point, rejoint Joseph de Maistre lorsqu'il a dit « Le peuple de Paris n'a été qu'un instrument de la Révolution. Nous avons été les machinistes de la Révolution », déclara Camille Desmoulins dans son discours à la tribune des Jacobins, qu'il a tenu le 21 octobre 1792. Cette machination révolutionnaire fut l'action concertée de 3 éléments. L'Assemblée nationale, par ses mensonges, une partie du peuple, par sa haine car trompée par l'Assemblée, et enfin, et surtout, en coulisses, les loges maçonniques, illuministes, martinistes, qui ont donné les ordres et qui furent le pouvoir occulte de l'Assemblée et des clubs de jacobins. Commandée par Lafayette, la garde nationale retient prisonnier Louis XVI aux Tuileries, qui n'est donc plus libre, mais qui perçoit 25 millions de livres par an. Donc l'idée, c'était de le rémunérer grassement pour ensuite scandaliser le peuple et mieux le monter contre lui. Dans la cour, le couple royal est d'abord acclamé, puis soudainement, il est insulté par des ivrognes, par la foule. Comme c'est étrange. Le franc-maçon Mirabeau devint le conseiller secret de Louis XVI. On peut difficilement faire pire. En octobre 1790, le roi sans royaume devient une sorte de fonctionnaire public. Ses défenseurs sont eux éliminés comme le marquis de Favras, pendu le 24 décembre 1789. Le 21 octobre, le drapeau blanc fleur-de-lysée fut remplacé par le drapeau tricolore de la Garde nationale. Donc Garde nationale qui était une milice révolutionnaire qui avait été créée en juillet 1789 et sous les ordres du marquis de Lafayette qui était lui-même un agent illuministe d'Adam Weishaupt. L'Assemblée maçonnique, dominée par les clubs de jacobins, a non seulement ruiné la France, mais elle a découronné le roi et, en l'associant à la persécution anti-religieuse de la constitution civile du clergé, elle l'a carrément désacralisé. Le pape Pie VI avait pourtant invité le roi à désapprouver cette constitution, mais sous la pression, il l'a approuvée et plus tard, il le regrettera. En fin d'année 1790, le couple royal est toujours populaire auprès d'une bonne partie de la population et ce, malgré l'affaire du collier. Toutefois, Marie-Antoinette pressent le danger. L'assassinat est à nos portes, affirme-t-elle. Le roi est toujours bloqué aux Tuileries. Il tente alors de s'évader. Son évasion, il va l'appeler le voyage de Montmédy.
L'histoire officielle a appelé cela la fuite à Varennes. 4 hommes sont chargés de l'organiser dans le secret. Ces 4 hommes sont Fersen, Breteuil, Bouillet et Mercy. L'évasion de Paris a lieu le 20 juin 1791. Le roi s'enfuit pour retrouver simplement sa liberté. Mais la garde nationale est vigilante. Et il est arrêté à Varennes le 21 juin 1791, donc le lendemain. Entre-temps, furent supprimées les corporations de métiers. Décret d'Allard, loi Isaac Le Chapelier, du 14 juin 1791. Sur le chemin du retour de sa fuite à Varennes, les soutiens du roi sont massacrés par cette même garde nationale qui est absolument impitoyable et sanguinaire. La famille royale y retrouve des honnêtes gens qu'elle croyait disparus. Ce sera un peu pareil en février 1792 lors d'une simple sortie au théâtre. Il y a d'un côté la haine d'une caste révolutionnaire, mais il y a encore l'amour d'une partie du peuple pour la famille royale. Bloquée à Paris dans une sorte de prison dorée, la famille royale a vécu un enfer pendant plusieurs années. Et plus tard, plus d'un siècle plus tard, en Russie, la famille Romanov vivra un petit peu le même enfer. Et puis, avant d'être assassinée, et au Portugal, un peu pareil avec la famille du roi Carlos. C'est intéressant à souligner, c'est un roi nouveau que nous avons suite à la fuite à Varennes. Un roi qui a à présent la lumière de la foi. Il n'a plus peur pour lui, mais pour son peuple, qui est sous l'emprise révolutionnaire. Il a parfaitement conscience de tout ça. Il a compris que le peuple s'était majoritairement converti à la révolution. Mais il espère quand même le ramener à lui. Il proteste à présent contre ses ennemis. Il leur répond sèchement. Il n'est plus passif, il n'est plus mou comme avant. Il ne cherche plus à être conciliant avec les malfrats, les crapules, les vermines qu'il a en face de lui et autour de lui. Sa conversion remonte au début de l'année 1791. Pour rappel, son père était un homme pieux, mais pas lui. Au fil des persécutions, Louis XVI va donc se convertir et changer dans sa relation aux autres et peu à peu, aidé de sa sœur Madame Élisabeth, il va se rapprocher de Dieu. Il se comporte enfin comme un chef d'État autoritaire, bien que ce soit trop tard, et ce, même s'il va jouer double jeu, en optant pour la guerre d'un côté, pour ne pas s'attirer les foudres des révolutionnaires, et d'un autre côté, il va tenter d'obtenir le soutien des puissances souveraines en Europe. Au printemps 1792, le couple royal n'a même plus le droit de se promener dans le jardin des Tuileries. De plus en plus hostile aux Lumières, Louis XVI s'oppose à la nomination du franc-maçon Condorcet aux affaires étrangères. Durant cette année 1792, la tension monte avec le mouvement Sans culottes. Une coalition révolutionnaire cherche clairement à éradiquer la royauté pour proclamer la République, et ce sera le cas par la convention dite nationale le 21 septembre 1792. Louis XVI est en danger de mort. Il fait certaines concessions, contraints et forcés, notamment sur la guerre. Mais c'est surtout le clan révolutionnaire et républicain qui la voulait, cette guerre. Les Jacobins vont tenter d'enrôler le roi dans la Révolution, mais Louis XVI va refuser. Il compose avec les Girondins qui ont gagné l'opinion publique, à l'instar du philosophisme avant eux. En juin 1792, le roi désormais converti se repent d'avoir adhéré à la philosophie des Lumières. Il se repent aussi d'avoir approuvé la constitution civile du clergé. Le 18 juin 1792, il écrit au franc-maçon Dumouriez, je cite, « Je m'attends à la mort et pardonne à mes ennemis ». Le roi n'a pas l'esprit de vengeance, il est à la fois lucide et miséricordieux. Et il le sera jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Son état d'esprit est bien retranscrit par Jean de Viguerie, qui a écrit « Il n'a plus l'espoir temporel, mais il a pleinement retrouvé l'espérance chrétienne ». Le 20 juin 1792, c'est l'envahissement du jardin des Tuileries.
La famille royale y est agressée, mais le roi ne cède pas à la pression populaire. Les émeutiers mettent de force le bonnet phrygien sur la tête du couple royal, mais aussi sur la tête de leur fils. La famille royale est agressée, insultée, humiliée, mais elle fait front quand même dignement dans la tempête. Puis il y a la terrible nuit du 10 août, fomentée par le franc-maçon Pétion, maire de Paris. Il y a alors l'assassinat du royaliste Mandat. La famille royale fuit comme elle peut à l'Assemblée. S'ensuit la bataille des Tuileries, un véritable carnage humain avec les gardes suisses d'un côté et les insurgés de l'autre. Résultat, 1376 morts. La famille royale est ensuite emprisonnée à la tour du Temple dès le 13 août 1792. 8 courageux fidèles ont bien voulu les suivre dans ce chemin de croix. Il y a notamment la princesse de Lamballe, pourtant franc-maçonne, et qui avait induit en erreur Marie-Antoinette sur la franc-maçonnerie. Il y a aussi la marquise de Tourzel et également le valet de chambre Cléry, qui devint un ami et un confident du roi. Cet acte téméraire est forcément sanctionné par la dictature révolutionnaire et le 3 septembre, la princesse de Lamballe est tuée. Ces meurtriers viennent provoquer le couple royal au temple en lui montrant sa tête décapitée et son corps mort. Et là, devant une telle atrocité, Marie-Antoinette tombe dans les pommes, elle s'évanouit. Au temple, la famille royale vit dans la terreur, la surveillance H24. Des menaces sont inscrites sur les murs, ça sent clairement le sapin. Surtout pour Louis XVI, qui est coupé de ses enfants âgés de 15 et 7 ans, qu'il ne reverra que la veille de sa mort, c'est-à-dire le 20 janvier 1793. Au temple, la vie du roi est pieuse. Il ne se plaint jamais, il prie, il lit beaucoup et instruit son fils, notamment avec le télémaque de Fénelon. Il transmet ce qu'on lui a transmis, c'est logique. Et puis au temple, il y a aussi et surtout Madame Élisabeth, la sœur du roi. Une femme pieuse, digne, charitable, un personnage comme il en existe peu dans l'histoire de France, une formidable princesse, orpheline à l'âge de 3 ans, sportive, intelligente, un soutien indéfectible de son frère qui influa dans sa conversion, dans son repentir dans la constitution civile du clergé et dans son accompagnement spirituel et affectif en fin de vie, et qui, Madame Élisabeth, comme Marie-Antoinette avant elle, sera guillotinée le 10 mai 1794. Pendant son emprisonnement au Temple, Louis XVI rédige son testament. Il s'agit d'un document assez concis et remarquable, plein de charité. Dieu y est très présent. Le roi pardonne à ses ennemis. Toutefois, il dit n'avoir aucune responsabilité dans le drame de la Révolution. Il pense avoir fait de son mieux. Dans sa dernière phrase, il ne se reproche aucun des crimes qui sont avancés contre lui. Et là, nul ne peut lui donner tort. C'est le testament d'un honnête homme, d'un bon père de famille. Le Louis XVI, chef d'État, est tout de même bien plus critiquable. Il a fait certaines erreurs, notamment de convoquer les États généraux, un vœu maçonnique. Il a manqué d'autorité en début de règne, et quand il comprit qu'il fallait l'être, autoritaire, c'était trop tard. Manque de connaissance des hommes, de formation politique, d'instruction pratique, mauvais entourage, il a beaucoup consulté, il a été mal conseillé. Le comte de Tilly a écrit que Louis ne sut qu'aimer, pardonner et mourir. Il aurait su régner s'il avait su punir. Et cela n'est pas vraiment faux. Et avec le recul, Louis XVI n'était peut-être pas fait pour commander, pour gouverner un pays dans un tel contexte, avec une telle adversité. Lors de son jugement, l'Assemblée paraissait indulgente. Mais 2 hommes, francs-maçons tous les deux, vont intervenir en faveur de son exécution. Ces 2 hommes sont Saint-Just et Robespierre. Donc Saint-Just, affilié à la loge des Amis Réunis, qui appartenait au Grand Orient de France, et Robespierre, Rose-Croix du chapitre d'Arras dans le nord de la France.
L'accusation principale reposait sur sa prétendue conspiration contre l'État, ce qui relève à l'évidence de l'inversion accusatoire. Le roi voulait, soi-disant, restaurer le despotisme. Il fut accusé d'être un tyran, alors que la tyrannie fut révolutionnaire. Il aurait prétendument voulu faire une guerre sanglante contre le peuple que les Jacobins déifiaient hypocritement dans l'esprit de Rousseau. Et aussi, le roi s'opposait à la révolution, ce qui est la seule vraie accusation. Le roi fut en effet un contre-révolutionnaire, même s'il s'en est défendu lors de son interrogatoire du 11 décembre 1792. Lors du procès, l'Assemblée maçonnique ne jugea pas nécessaire d'apporter les preuves de ces accusations, et pour cause, la plupart de ces accusations étaient mensongères. Louis XVI obtint 3 avocats pour sa défense. Tronchet, surtout Raymond de Sèze, et aussi Malesherbes, qui a une part de responsabilité dans les événements de 1789 et dans la chute du roi. La plaidoirie de Raymond de Sèze fut vraiment impeccable, remarquable. Il rétablit la vérité factuelle, tout simplement, sauf que le roi revenu au temple ne se fait aucune illusion sur son sort qui est déjà scellé depuis longtemps. Le vote de la mort de Louis XVI s'effectua dans une assemblée totalement terrorisée. Il régnait un climat de terreur depuis juillet 1789, ce qui explique qu'aucun député ne vota l'acquittement. Peu avant le vote, il y eut un coup de force décisif des montagnards, emmenés par Robespierre, Danton, Marat et Desmoulins, et aussi les députés furent menacés par des jacobins avant de voter. En gros, vous votez comme il faut ou on vous coupe la tête. Voilà. Au final, 387 députés votèrent pour la mort du roi sur 749 votants, dont le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui vota la mort de son propre cousin innocent. Tout cela donne raison à Joseph de Maistre quand il écrivit dans Considérations sur la France que jamais un plus grand crime n'appartint à un plus grand nombre de coupables. Rares sont les défenseurs du roi dans pareil cas, ceux qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout, comme par exemple le paysan Jacques Chevalier. La lâcheté est générale, y compris chez les Girondins qui lui étaient pourtant soi-disant favorables. Aucun d'entre eux ne vota l'acquittement. Le roi est donc condamné à mort le 17 janvier 1793. Peu avant d'être tué, il dit à Malesherbes qu'il offre sa vie en sacrifice pour le bonheur de son peuple, ce qui est très significatif de l'esprit de Louis XVI. Son confesseur, l'abbé irlandais Edgeworth, est à son chevet la veille de son exécution. Dans les escaliers du temple, son jeune fils Louis-Charles, qui n'a pas encore 8 ans et qui deviendra Louis XVII, ce gamin crie désespéré à la garde nationale « Je veux parler au peuple, je veux le supplier de ne pas faire mourir Papa Roi ». Voilà un moment pour le moins émouvant, qui donne même la chair de poule, surtout quand on sait la torture que subira cet enfant par l'ignoble cordonnier alcoolique Antoine Simon, un révolutionnaire franc-maçon de la pire espèce affilié à la loge La Fraternité et qui fut guillotiné en même temps que Robespierre et Saint-Just en juillet 1794 à la fin de la Terreur. La veille de sa mort, surveillé de très près, Louis XVI retrouva ses proches. Il échangea plusieurs heures avec eux. Il leur demanda de ne jamais venger sa mort. Le matin de son exécution, il assista tôt à la messe et, vers 9 heures, il fut emmené sur la place de la Concorde. Un service de sécurité impressionnant avait été mis en place par les loges pour que l'exécution soit actée, qu'il n'y ait pas un enlèvement de dernière minute ou une protestation contre-révolutionnaire. Et d'ailleurs, aucune femme ne put assister ce jour-là à cette mise à mort.
Louis XVI fut guillotiné le 21 janvier 1793 à 10h22 sur la place de la Concorde à Paris, sous les roulements de tambour. Sur l'échafaud, il prononça ces derniers mots remarquables. « Peuple, je meurs innocent des crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Et l'abbé Edgeworth dit alors: fils de Saint-Louis, montez au ciel. Le roi Louis XVI s'en est allé terriblement. Il était un homme bon. Il s'est efforcé d'agir pour le bien de son peuple. Il a cru bien faire en pensant que gouverner, c'était faire le bonheur du peuple français. Il a essayé de faire front face à ce tourbillon révolutionnaire infernal qui a tout emporté. Il n'eut jamais recours à la force, à la violence. Il n'en avait pas les moyens. Dès 1789, l'armée était infiltrée et acquise à la Révolution. Et de toute façon, si Louis XVI s'était bien plus rebellé, il aurait été certainement éliminé plus tôt. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, cela revenait à peu près au même. Il devait sauter. Il était la cible principale des sociétés secrètes, particulièrement des Humées de Bavière, de la franc-maçonnerie martiniste et de celle du Grand Orient. Louis XVI, homme bon et attachant, honnête homme, bon père de famille, est mort en martyr, victime de sa gentillesse, victime d'avoir été un roi chrétien à une époque ténébreuse, gangrénée par des forces occultes. Il s'est sacrifié pour son peuple comme on lui avait inculqué pendant son enfance. Ce régicide est loin d'être quelconque, il est déterminant dans l'histoire de France contemporaine. Cet assassinat a un caractère sacré puisque Louis XVI et Marie-Antoinette sont célébrés depuis la papauté de Pie VI en martyrs de la foi chrétienne. Voilà, on termine en chanson avec la complainte de Louis XVI qui traduit très bien son esprit charitable et miséricordieux. Que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice. Et vous me traînez au supplice. Tout jeune encore, tous les Français en moi voyez leur appui tutélaire. Je n'étais pas encore votre roi, mais j'étais déjà votre père. Si maman peut faire votre bonheur, prenez mes jours, je vous les donne. Votre bon roi, déplorant votre erreur, meurt innocent et vous pardonne. Meurt innocent et vous pardonne. Oh mon peuple, recevez mes adieux. Soyez heureux, je meurs sans peine. Puisse mon sang, en coulant sous vos yeux,